Bonjour chers amis, alors nous avons vu l'importance de la communication dans le couple, dans la famille, comment justement le cœur même d'une famille, c'est d'être des personnes réunies ensemble avec un intérêt commun, mais qui est gouverné par l'amour, par la relation, par le désir de communiquer. Et communiquer, nous l'avons déjà dit, c'est le but, c'est la communion, c'est de se trouver en communion, de trouver du bonheur à communier. Et pour cela, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de langage. Et ça, c'est le propre de l'humanité, puisque seul l'homme a une langue qui lui permet de parler. Alors que la langue ne sert pas qu'à ça, et dans le domaine animal, la langue, ça sert à crier, à émettre des bruits, mais qui sont des indices, c'est pas du langage. Voilà, il n'y a que l'homme qui a du langage et qui peut exprimer surtout ses idées, ses émotions. Donc le langage est très très riche. On sait bien qu'une langue possède des milliers et des milliers de mots. C'est dire que nous avons à notre secours, nous avons énormément de moyens pour communiquer. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit dès dans les premiers chapitres de la Genèse que l'homme a été créé pour être en relation avec un autre. Il ne pouvait pas être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi au départ ils sont au moins deux, parce que c'est le minimum du plusieurs. Et ils vont ensuite devenir bien sûr une famille et toute une humanité. Donc on voit que dès le départ, l'homme ne peut être heureux que parce qu'il est en relation à l'autre. Et pour cela, il va recevoir la parole. La première parole d'Adam, c'est de dire à Ève, « Waouh, qu'est-ce que tu es belle! Tu me ressembles et en même temps tu es tellement différente. » Cette différence qu'il peut y avoir entre celui qui parle et celui qui écoute, cette rencontre qui se fait par une communication pour que chacun finalement grandisse en humanité. Ce qui grandit l'homme, c'est de se garder en relation avec les autres, parce que nous avons des choses à nous communiquer, nous avons des très belles choses à nous dire. Dire et donc entendre. Et on sait aussi que les paroles, depuis le péché originel, ça peut devenir aussi de véritables poisons qui font du mal à l'autre, ça peut être des injures, ça peut être de l'ironie, ça peut être un certain nombre de défauts de la parole qui ne sont pas là pour faire du bien, plutôt la parole qui est là pour maudire et non pas pour bénir. En tout cas, dans une famille, dans un couple, communiquer, c'est d'abord aussi à vouloir à tout prix s'entendre, être d'accord. Bon, et alors ça, c'est peut-être une illusion parce qu'on ne sera jamais d'accord sur tout. Mais en tout cas, communiquer aussi, c'est pour éviter des affrontements, des conflits, c'est pour mieux se connaître. Il peut y avoir des discussions qui apportent des informations, des faits objectifs. Quelqu'un qui connaît bien un sujet, il va le transmettre aux autres et ça va faire du bien. On peut communiquer évidemment sur des matières extrêmement variées et différentes. On communique sur ses projets, sur ses idées, on communique sur ses sentiments. Alors on ne fait pas ça évidemment dans la sphère professionnelle ou la sphère peut-être même amicale, alors qu'on va le faire très certainement dans la sphère familiale, les sentiments et les émotions. Alors on reparlera aussi de ça, les émotions qui sont faites en réalité pour être dites. C'est tout cela qui fait un dialogue en profondeur, et qui est là encore une fois pour construire de la communion, construire dans un couple de l'intimité. Vous savez, un couple, on ne se parle pas au long des journées, ça devient très très pesant. Il y a du mal-être qui s'installe parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour communiquer. Je le dis à des gens qui sont de tempérament un peu taiseux ou des gens qui ont du mal à parler. Il faut aboutir parce qu'il faut aussi la confiance, il faut tout un tas de conditions que nous allons aussi réfléchir, des conditions pour que le dialogue produise un bon effet. Et bien sûr que ce dialogue, c'est toujours fait pour unir les cœurs, mais en les rapprochant, et on se rapproche, vous savez, beaucoup par la parole. Il n'y a pas que le rapprochement des corps qui se vit dans le couple, puisqu'on le voit dans la famille, il n'y a pas ce rapprochement des corps dans la famille, sauf par des marques de tendresse, évidemment, qui intéressent aussi le corps. On s'embrasse, etc. Pourtant, c'est surtout parce qu'on se parle dans une famille et qu'on se parle bien.
on se parle avec de la bienveillance. Il y a de l'humanisation à développer. Le pape Léon parle souvent de cela, comment cette dignité de l'homme, elle grandit quand on est capable de communiquer. Et au passage, l'intelligence artificielle, quand on la met au service du dialogue entre les hommes, alors elle fait grandir le dialogue. On communique à tout âge. On communique, c'est extraordinaire, entre justement des gens très différents. Et dans la famille, on va retrouver la communication entre les grands-parents et les petits-enfants. Il y a un décalage impressionnant de génération quelquefois, et pourtant cette communication va faire du bien et aux grands-parents et aux petits-enfants. Voilà, alors maintenant nous allons voir plus précisément comment ça marche la communication, comment ça fonctionne, voilà. Quel est ce processus qu'il faut regarder derrière pour essayer, nous, bien sûr, de communiquer de mieux en mieux. Alors nous allons maintenant parler de ce qu'est la communication en tant qu'elle est un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une parole et en face, il y a une écoute. C'est toute la question qui se passe entre deux sujets qui sont uniques. Alors c'est le dialogue, par définition, c'est une communication entre deux personnes. Alors on imagine bien sûr un mari et sa femme, on imagine aussi un père et son enfant, ou une mère et son fils, etc. Deux sujets uniques qui vont communiquer, mais avec tout ce que nous sommes. Il n'y aura pas que du son. Nous sommes un corps, un esprit, et tout cela parce que tout cela a été façonné par notre histoire, par notre état. Nous sommes en situation en ce moment d'être soit triste, soit joyeux, etc. Et ça va influencer notre communication. On a une éducation, évidemment, on a une éducation, c'est pour ça qu'on ne parle pas n'importe comment, on emploie des phrases non pas toutes faites, mais qui sont le reflet d'une certaine éducation. On a une formation intellectuelle aussi, qui fait qu'on va être beaucoup plus à parler de choses intellectuelles ou pas. On a de l'inné, on a des événements aussi qu'on a vécus, on a des blessures, on a des traumatismes, tout cela, ça fait deux êtres uniques, qui n'ont pas la même histoire et qui vont communiquer. Et donc, il y a des étapes dans ce dialogue, et à chaque étape, nous allons le voir, il y a des risques de distorsion. Il y a des risques que ça ne produit pas l'effet attendu. Regardez par exemple comment, d'un même événement qui peut se passer, des interlocuteurs autour des spectateurs vont en faire une relation différente. C'est-à-dire que sur des faits objectifs, il y a des façons d'en faire une relation différente. S'il y a un accident, vous demandez à 4 témoins, vous aurez 4 versions différentes de l'accident. C'est comme ça qu'il y a 4 évangélistes, parce que ces 4 évangélistes ont rapporté des choses différentes. Et en même temps, il y a évidemment du commun. Il y a des événements, parce que à l'origine, il y a une vérité. Mais la vérité, elle est comme déformée, elle est interprétée. Alors c'est ça qui se passe dans le statut de la vérité. Parce que finalement, communiquer, c'est quand même essayer aussi d'être le plus près possible de la vérité. On peut se raconter des blagues, on peut faire des choses comme ça. Là, on n'est pas soucieux de la vérité, ça a un autre sens. Mais quand on communique pour mieux se comprendre, pour savoir ce qui se passe, pour s'informer, etc., nous avons besoin d'être du côté de la vérité le plus possible. Alors, la vérité, on dit des choses qui sont vraies et on dit des choses qui sont fausses. C'est vrai que c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Et ce qui est vrai ou ce qui est faux, on peut le dire ou ne pas le dire. Quand quelque chose est vrai et qu'on le dit, encore faut-il qu'il y ait de la sincérité, ce qui n'est pas pareil que la vérité, mais quand on dit quelque chose de vrai, alors on évoque une vérité. Et si c'est à propos d'un mal, ça sera de la médisance, parce que la médisance, c'est dire quelque chose qui est vrai, mais qui est mauvais. C'est pour ça qu'il ne faut pas médire. Quand quelque chose est faux et qu'on le dit, alors on est dans le mensonge, ou la calomnie s'il s'agit de parler de mauvaises choses à l'entour. Alors que quand quelque chose est vrai et on ne le dit pas, alors c'est de l'ordre du secret ou même de la confidence quand on ne veut pas le dire à beaucoup de gens. Enfin, il y a une 4e catégorie dans l'axe de la vérité, c'est que quand quelque chose est faux
et qu'on ne le dit pas, on ne parle pas, on reste dans une certaine duplicité, c'est là que prend naissance le préjugé ou le parti pris. Ça se fait à l'intérieur de moi, je crois que c'est faux et je ne l'exprime pas et ça construit un préjugé en moi. Donc voyez, quand on approche l'autre, de fait, on est confronté à ces différentes cases de la situation, que quelque chose qui est vrai ou pas, et qui est dit ou qui ne l'est pas, ça me met dans la situation du mensonge ou du secret ou du préjugé. Voyez que donc on n'est pas toujours, effectivement, c'est pas mathématique, on ne parle pas toujours pour dire des choses qui sont parfaitement vraies. Alors dans ce schéma, nous allons voir après la pause qu'on va refaire un peu le schéma entre celui qui parle et celui qui écoute. Alors, nous disions que pourquoi la communication ne se passe pas toujours très bien? Parce qu'il faut regarder un petit peu, décortiquer ce processus d'une communication. Il y a donc quelqu'un qui parle, qu'on appelle le locuteur, et un autre qui va recevoir, qui va écouter. Alors celui qui parle, d'abord, ça se passe d'une façon mentale, ça se passe dans l'acte de concevoir.
je conçois d'abord quelque chose et ensuite je le dis avec, bien sûr, la grammaire, avec la langue, avec ce que je sais. La façon dont je m'exprime, c'est dire. Et donc, c'est parce que je l'ai dit que ensuite ça peut être émis, parce que là, ça devient physique. Donc, c'est plus mental, c'est physique, et c'est parler. Parler, c'est évidemment parce que c'est audible. Alors, ça a été conçu d'abord, ensuite c'est dit, plus mentalement, et ensuite c'est émis, c'est exprimé dans un parler. Ça peut être aussi en écrivant, soit on parle, soit on écrit. Mais c'est un dire, c'est quelque chose qui doit être dit, qui va s'exprimer en parlant ou en écrivant. Donc déjà, vous voyez, il peut y avoir une différence entre ce que j'ai conçu, ce que j'ai envie de dire et ce que je vais écrire ou ce que je vais parler, qui ne sera pas exactement ce que j'avais envie de dire ou qui est peut-être aussi très loin de ce que j'avais conçu au départ. Donc vous voyez, il y a déjà en moi-même quelque chose qui peut faire une variation entre le départ, ce que je conçois, et ce qui va effectivement être émis. Ensuite, quand on passe de l'autre côté, eh bien, il y a d'abord quelque chose de physique parce que l'autre, il m'a entendu ou il m'a lu. Si c'est écrit, il va le lire. Il faut donc qu'il y ait un support, c'est sur une tablette ou sur un bout de papier. Et puis, si j'ai parlé, il faut qu'il m'entende. Alors là, tout simplement, quelquefois, physiquement, ça ne marche pas très bien. C'est quand on parle dans une maison d'une pièce à l'autre. J'ai parlé, mais l'autre, en fait, il a pratiquement pas entendu. En tout cas, il peut mal entendre parce que physiquement, je parle pas assez fort, je parle trop vite, je suis embrouillé, etc. Et si j'ai écrit, je peux écrire très mal et l'autre n'arrive pas à me lire, etc. Donc là, vous voyez, il y a déjà un premier brouillage très physique entre celui qui parle et celui qui reçoit, c'est-à-dire qui entend. Il faut qu'il ait les oreilles évidemment bien dégagées, etc. Donc ça, on est dans la biologie, on est dans le physique. Mais ensuite, chez l'autre, celui qui reçoit, eh bien, il a entendu ou il a lu, et maintenant ça rentre en lui-même, c'est-à-dire que ça passe de l'oreille au cerveau. Et là, il écoute. Il y a des choses très particulières dans notre cerveau qui permettent d'associer à des sons, d'associer des mots. Et ces mots, ça s'appelle écouter. Et quand j'ai bien écouté, parce que peut-être que j'écoute pas tout à fait ce que j'ai entendu, vous savez, quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu m'as bien écouté? Parce que je vois bien que tu as entendu, mais est-ce que tu m'as bien écouté? Ce qui est quelque chose de supérieur. Et ensuite, une fois que j'ai écouté, je suis peut-être à peu près sûr que ce que j'ai entendu, je l'ai bien écouté. Est-ce que je le comprends? Alors là, on remonte au niveau intuitif, au niveau du cerveau cortical, comprendre comme en face il y avait celui qui devait concevoir pour me transmettre quelque chose, pour que je le comprenne. Mais il a fallu qu'il le dise, ça c'est le travail du cerveau, d'exprimer ensuite en parlant et en disant ou en écrivant. Et ensuite en face, on remonte parce que d'avoir entendu ou d'avoir lu, il faut écouter ce qui est la correspondance de l'autre qui a dit quelque chose. Il a dit quelque chose et je l'ai écouté. Et ensuite, quand il a conçu au départ, moi de l'autre côté, il faut que je comprenne. Donc vous voyez qu'il y a toute une chaîne de verbes qui s'enchaînent les uns après les autres et à chaque fois, il y a des possibilités de brouillage, des possibilités de déformation. Et c'est pour ça que ce qui a été conçu chez l'un, puis ensuite dit et puis parlé, ensuite en face ça a été entendu, écouté et puis finalement compris, oh là 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 là, comme on est loin entre ce qui a été conçu d'un côté et ce qui est compris de l'autre, et ça veut dire qu'il faut non pas se méfier de la parole, parce que ça c'est une attitude tout à fait négative, mais comprendre que nous ne sommes pas toujours dans une parfaite transparence, que les choses ne sont pas claires comme de l'eau de roche et que de fait, nous interprétons, nous faisons tout un tas d'exercices inconscients sur ce mécanisme qui fait que nous ne pouvons pas dire que nous nous comprenons parfaitement et que tout ce qui a été dit est parfaitement reçu.
il y a de la distance, il y a du brouillage. Ça veut dire que la qualité de la parole, la qualité du dialogue plutôt, la qualité du dialogue va tenir à beaucoup de choses. Et quand on veut avoir un véritable dialogue, que ce soit dans un couple, en famille, et parce que c'est important de bien se comprendre, alors il faut énoncer correctement, il faut concevoir. Ce qui se conçoit correctement va pouvoir se dire correctement. Et on va parler aussi avec physiquement de bonnes conditions, parler suffisamment lentement, se mettre vraiment les uns à côté des autres, l'un en face de l'autre. Parce que nous allons le voir, dans le dialogue, il n'y a pas que du son, il y a aussi du geste, il y a des attitudes, il y a tout ça qui va enrichir le dialogue, qui va apporter des éléments complémentaires pour renforcer ou adoucir voilà ce qui est dit. Les idées ne sont pas simplement pures, elles sont colorées par de l'humanité. Et c'est tout ça qui fait que notre conversation, notre dialogue, eh bien, il faut veiller à une certaine qualité pour que le brouillage ou les interprétations se fassent le moins possible et que de fait, on ait une certaine clarté dans le dialogue. L'émission, la façon de parler dépend bien sûr que aussi dans un couple en général ou dans une famille, ça dépend du temps que nous prenons. C'est parce que nous prenons du temps pour nous parler que nous ne faisons pas trop vite, que nous essayons de mettre de la profondeur dans ce que nous disons. C'est aussi parce que c'est troublé par des soucis, par des émotions. Vous voyez, comme par exemple quand on est dans la colère, la colère colore énormément le dialogue, parce que en particulier, on va être très loin de ce qu'on a conçu, de ce que l'on dit vraiment. Quelquefois, dans la colère, on dit des choses dont on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Donc la colère ou d'autres émotions comme la peur, la tristesse aussi, peuvent colorer tellement ce que je dis, parce que c'est pas toujours ce que j'ai conçu. Donc les émotions vont jouer un rôle important. Ce qui encombre mon esprit, si je suis trop soucieux, je vais pouvoir dire même quelquefois des phrases incompréhensibles. Il y a tout ça qui va aussi, parce que je suis trop centré sur moi-même, je ne suis pas assez donné à exprimer, à faire sortir de moi. Inversement, pour celui qui écoute, s'il est trop prisonnier aussi de certaines émotions, par exemple, quelqu'un qui est dans la peur, il est un peu comme tétanisé, il a fermé quelquefois ses oreilles, vous savez, il est fermé même physiquement et aussi psychologiquement. Voilà, tout ça qui montre que entre celui qui parle et celui qui écoute, il y a décidément beaucoup de choses qui perturbent la conversation. Il y a aussi nos caractères, il y a des gens qui sont bavards, donc qui parlent très facilement, d'autres qui sont plutôt taiseux. Il y a des gens qui ont une pensée très synthétique, donc ils vont concevoir avec des choses qui sont bien tracées, d'autres qui sont au contraire prolixes, qui vont rajouter beaucoup de détails. Il y a des gens qui parlent lentement et il y a des gens qui parlent au contraire très rapidement. Voilà toutes ces circonstances. Il y a aussi le verbal, comme on dit, le langage verbal, mais il y a aussi le langage non verbal. Je l'ai déjà dit, c'est le ton avec lequel nous parlons qui ajoute aussi beaucoup de choses. Alors voilà donc toutes les conditions qui font un dialogue. Et là, je voudrais conclure en disant que tout simplement, il faut soigner notre façon de nous parler, se mettre dans de meilleures conditions et particulièrement dans la vie de couple, prendre du temps, prendre des moments de qualité pour que le dialogue soit quelque chose le plus possible de performant, non pas dans le technique, mais performant parce que nous sommes faits pour nous communiquer, pour nous communier, pour communier les uns aux autres. Nous sommes avides d'entendre, nous sommes avides de nous écouter.